C'était un bon à rien, un minable pathétique, traité comme une ordure. Mais un jour, il a éveillé une compétence de rang SS, est devenu le plus fort et a fini par risquer la princesse. Tout commence avec un homme traversant les bois en calèche, tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que de nulle part, une horde de créatures immondes et gigantesques, des gobelins, se mettent à le charger, les crocs à l'air et les armes brandies. Il panique et hurle à l'aide. Au même instant, une escouade de combattants aguerris surgit et plonge directement dans l'action. Leur chef lance un avertissement très sérieux. Là où il y a un gobelin, il y a toujours une horde ordonnant en gros à son équipe de tous les anéantir avant que la situation ne dégénère. Les épées étincellent, les têtes roulent et les guerriers se déchaînent, fauchant les gobelins comme de vulgaires mauvaises herbes. L'un d'eux, un colosse absolument impressionnant, tranche le cou d'un gobelin d'un seul coup de sa hache gigantesque. Le reste de l'équipe nettoie rapidement ce qui reste de la horde. On passe à un gars nommé Fate, appuyé sur sa lance à la porte du royaume, l'estomac gargouillant à en devenir fou. Il est clairement affamé et en a plus qu'assez. Les guerriers passent d'art devant lui, discutant de leur montée en niveau et du butin qu'ils ont gagné lors de la chasse aux gobelins d'aujourd'hui. L'un d'eux mentionne avoir atteint le niveau 6. Fate écoute simplement, silencieusement, jaloux mais aussi résigné. Il marmonne pour lui-même qu'il ne sera jamais comme eux. La main sur son estomac vide, il maudit sa compétence inutile, l'avidité, et se rappelle qu'au moins il a un travail, même si c'est vraiment nul. C'est alors que les frères et sœurs Vlerick arrivent en ville, de véritables célébrités ici, traités comme des rois. La foule s'écarte pour leur faire place, soudain quelque chose glisse de la main d'un citoyen et touche la chaussure de l'un des frères et sœurs. Hatto, l'agressif. Le pauvre homme s'excuse immédiatement, mais Hatto perd les pédales, le traitant de déchet et le repoussant littéralement d'un coup de pied. Sa sœur Memel intervient, avertissant l'homme qu'insulter des chevaliers sacrés pourrait lui valoir d'être exécuté. Leur frère aîné, Raphaël, tente de les calmer en les réprimandant un peu, mais surtout en minimisant l'incident. Il dit aux citoyens qu'il a de la chance et continue son chemin. À distance, certains des guerriers qui ont aidé plus tôt chuchotent entre eux, choqués que quelqu'un comme Lady Roxy, elle aussi chevalier sacré, soit lié à ces trois-là. Le trio Vlerick s'approche de Fate, Raphaël lui demande nonchalamment si Fate a bien tenu la porte. Fate répond oui. Alors Raphaël jette quelques pièces par terre, comme si de rien n'était. Alors que Fate se penche pour les ramasser, Hatto lui écrase la main sous son pied et fait l'idiot, prétendant que c'était un accident. Raphaël se moque de la fin de Fate, disant qu'on dirait que personne ne le nourrit. Puis Hatto lui donne un coup de pied dans l'estomac, le traitant de déshonneur pour leur nom. Memel s'en mêle, lui rappelant qu'il n'aurait même pas de travail sans eux, alors il ferait mieux d'être reconnaissant. Alors que Fate est là, souffrant, Hatto lui crie de se relever. Raphaël dit qu'il a besoin d'une bonne leçon. Mais avant qu'il n'aille plus loin, Lady Roxy intervient. Elle les réprimande, disant que les chevaliers ne devraient pas abuser des civils. Roxy agit comme si donner un travail à Fate était une bonne action. Roxy pointe du doigt la botte de Hatto toujours sur le visage de Fate sans être impressionné. Roxy hausse les épaules et s'éloigne avec les autres. Roxy s'agenouille, vérifie l'état de Fate et l'aide à se relever. Elle presse un tissu sur son visage ensanglanté et lui dit de se reposer. Fate la remercie discrètement, elle dit qu'ils sont tous deux gardiens et camarades et qu'un vrai chevalier sacré devrait se comporter ainsi. Roxy prend le drapeau à Fate et commence son tour de garde, lui disant de signaler si les Vlerick l'embêtent encore. Fate dit qu'il y est habitué, puis s'éloigne en boitant vers la taverne locale. Assis seul, les mots de Roxy résonnent dans sa tête. Il se demande ce qui se passerait s'il signalait réellement les abus. Le barman lui demande si les Vlerick l'ont encore battu et l'avertit que le dernier qui les a défiés n'a pas bien fini. Fate hoche simplement la tête, paie son dû et s'éclipse discrètement. En rentrant chez lui, il soupire, souhaitant être né avec n'importe quelle compétence sauf l'avidité. Il se dit que n'avoir rien signifie rester rien pour toujours. Mais soudain, il remarque un groupe de voleurs à l'air louche qui se faufilent près des portes. Il court prévenir Roxy et elle s'équipe immédiatement pour les poursuivre, lui disant de tenir la porte pendant son absence. Alors qu'elle s'éloigne en courant, un voleur fonce droit sur Fate. Il hésite une seconde, pensant à fuir, mais réalise que s'il le fait, cela gâchera tout ce que Roxy lui a confié. Alors il serre fermement sa lance et s'élance, poignardant le voleur en pleine poitrine. L'attaquant tombe lourdement au sol, se vidant de son sang, puis quelque chose d'étrange se produit. La compétence d'avidité de Fate s'active et soudain, il peut entendre des choses dans sa tête. Il a l'impression de pouvoir lire dans les pensées. Roxy revient en courant, inquiète, et vérifie son état. Il dit qu'il va bien qu'il soit secoué parce qu'il a entendu ses pensées plus tôt, mais maintenant elles sont devenues silencieuses. Roxy dit qu'elle doit faire un rapport et lui demande s'il a peur de ce que Raphaël pourrait faire s'il l'apprenait. Elle le remercie d'avoir sauvé la situation et lui offre un emploi au sein de la famille Hart. Elle lui dit qu'il a plus de valeur qu'il ne le pense et qu'il mérite mieux que d'être un punching ball pour les Vlerick. Avant qu'il ne puisse répondre, elle dit que c'est à lui de décider maintenant.
Il accepte discrètement l'offre, réalisant que c'est peut-être sa seule chance d'un avenir meilleur. Plus tard, il réfléchit à la façon dont la compétence d'avidité lui a donné de nouveaux pouvoirs, comme la lecture de l'esprit et peut-être même l'absorption de capacités. Le lendemain, il essaie d'acheter une épée, mais le commerçant se moque de la petite somme d'argent qu'il possède. Le gars lui indique un tonneau d'armes jeté, disant que c'est tout ce qu'il peut se permettre. Fat fouille parmi elles en utilisant sa compétence de reconnaissance et trouve une épée noire, abîmée, qui lui semble étrangement juste. Soudain, l'épée lui parle, elle se nomme Avidité et dit qu'elle attendait quelqu'un comme lui. Fate est choqué, demandant comment l'épée le connaît. La lame dit qu'ils sont du même genre. Pendant ce temps, Memel dit à Raphaël que Roxy a offert un travail à Fate. Elle veut punir Roxy d'avoir défié leur famille. Raphaël s'en fiche, il dit que Fate est remplaçable. Memel lui rappelle que Roxy a critiqué la façon dont ils géraient leurs devoirs. Raphaël hausse les épaules et dit qu'il est plus concentré sur ses recherches sur l'immortalité. Ailleurs, Fate marche avec sa nouvelle épée quand celle-ci l'avertit soudainement. Des gobelins sont proches, il se retourne et en abat un. Sa compétence d'avidité s'active, augmentant sa force, et il réalise rapidement que l'avertissement de la horde de gobelins était bien réel. Il charge la horde, ses lames tourbillonnant comme une tempête, et achève le tout dernier d'entre eux. Plus tard, il remarque qu'il n'a même plus faim. L'épée explique que cela fait partie de l'avidité. Fat demande comment l'épée sait cela, et elle répond qu'ils sont construits de la même manière. Elle lui rappelle de collecter les oreilles de gobelins pour l'argent de la récompense. Il s'avère que 38 oreilles de gobelins lui rapportent juste assez pour s'offrir de la viande pour le dîner. Mais l'épée l'arrête, disant qu'elle a besoin d'entretien d'abord après tout. L'avidité ne se repose jamais. Juste à ce moment-là, il tombe sur un homme qui maltraite une fille en pleurs. Sans hésitation, Fate poursuit l'homme dans une ruelle sombre. L'homme dit que la fille sera utilisée par les chevaliers sacrés et se moque de Fate pour son intervention. Fate attrape l'enfant et recule comme l'épée le conseille. Le ravisseur menace de le tuer devant la fille pour la rendre obéissante. Mais Fate lance une contre-attaque brisant l'arme de l'homme et le mettant à terre. Il exige de savoir qui l'a envoyé. Le ravisseur refuse de parler jusqu'à ce que l'épée lui transperce la poitrine. Dans son dernier souffle, il prononce un nom, Eido. Fate est stupéfait, il aide doucement la fille et apprend qu'elle s'appelle Sahara. Il lui achète de la viande, lui donne même sa propre portion et la regarde sourire après avoir pris sa toute première bouchée. Quand ils retournent à l'orphelinat, Sahara le remercie, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Elle lui demande s'il a aussi une compétence faible et il admet qu'il a toujours faim. Il lui dit que même si ta compétence est nulle, si tu peux encore sourire malgré tout, le bonheur suivra. C'est quelque chose que son père avait dit autrefois et maintenant il le comprend enfin. Après avoir dit au revoir, Fate parle avec son épée. Elle dit qu'il est maintenant assez habile pour utiliser un style à une main et peut même apprendre des mouvements avancés comme les doubles frappes. Fate se souvient que l'épée avait mentionné quelque chose sur le tranchant pendant le combat et se plaint qu'elle ne l'ait pas mieux averti. L'épée plaisante en disant que les héros ne devraient pas être interrompus en sauvant des enfants. Fate ricane disant qu'il n'est pas un héros, juste chanceux, puis l'épée le taquine, lui demandant s'il compte se présenter à son nouveau travail dans cet état. Fat se fige. Il a oublié d'acheter des vêtements. Ailleurs, un homme âgé a dit au barman que Monsieur Mason était mort après avoir été attaqué par un dragon sacré. Et cette information venait d'un guerrier de confiance qui en avait été témoin. Le barman se demandait ce qu'il adviendrait de la famille Hart maintenant. Le vieil homme expliqua que Roxy, la fille de Mason, prendrait sa place. Bien qu'il doutât qu'elle puisse gérer les nuits sacrées, le barman supposa qu'il parlait des frères Vlerick. Voulant éviter les sujets déprimants, le barman dit qu'il préférait les bonnes nouvelles. Le vieil homme demanda alors des nouvelles de Fate et le barman expliqua que Fate avait l'habitude de visiter la taverne quotidiennement après avoir fini son travail. Le lendemain matin, Fate se rendit au quartier des Chevaliers Sacrés et atteignit le manoir Hart. Roxy le salua chaleureusement et lui dit qu'elle l'attendait. Fate semblait distrait car il trouvait son apparence écrasante. Roxy s'était habillée et elle remarqua même que Fate avait aussi l'air présentable. Elle l'emmena ensuite sur la tombe de son père et annonça que Fate commencerait à travailler pour la famille Hart à partir de ce jour. Fate demanda qui était enterré là, et Roxy expliqua que c'était son père, décédé 5 jours plus tôt après avoir affronté un dragon sacré en Gallia, une terre remplie de monstres dangereux. Fate fut choqué car les chevaliers sacrés étaient censés s'occuper de ces créatures. Roxy expliqua ensuite que la mission de cette année avait appartenu à la famille Hart et qu'un dragon sacré resté caché pendant 1000 ans était soudainement apparu et avait tué tous les chevaliers servant sous son père. Fate s'excusa, ignorant sa souffrance, mais Roxy l'encouragea à ne pas se sentir coupable. Elle expliqua qu'elle était maintenant la chef de la famille Hart et elle espérait qu'il aiderait à ramener la vie et le bonheur au manoir.
Elle proposa de lui serrer la main, mais Fate évita de la toucher pour empêcher sa capacité de télépathie de s'activer. Heureusement, Harrow, la femme de chambre en chef, arriva et brisa involontairement la tension. Roxy présenta Fate à Harrow et Harrow l'accueillit formellement, lui rappelant de se comporter comme un membre respectable de la maison Hart. Plus tard, Fate rejoignit les serviteurs pendant qu'ils mangeaient, savourant de la viande pour la première fois depuis des années. Au cours des jours suivants, Fate travailla autour du domaine, principalement à tailler des arbres. 2 ouvriers, Oliver et Minerva, l'observèrent et commentèrent ses habitudes étranges, comme parler à son épée et trembler en mangeant. Fate expliqua qu'il n'avait pas mangé de viande depuis 5 ans, ils rirent et lui demandèrent s'il avait déjà mangé. Puis Harrow arriva pour l'informer que Roxy voulait le voir. En se dirigeant vers Roxy, Fate eut de nouveau faim, même s'il venait de manger. Quand il la rencontra, elle l'appela par le surnom Fate, que son père avait autrefois utilisé avant de mourir lors d'une chasse aux monstres. Fate demanda pourquoi elle utilisait ce nom, et Roxy dit que cela lui correspondait car il faisait maintenant partie de la famille Hart. L'impact émotionnel soudain fit paniquer Fate et le fit s'évanouir. Quand il se réveilla, il trouva une note de Roxy lui disant de se reposer et de prendre le lendemain de congé. Fate demanda à son épée pourquoi il se sentait mal. L'épée expliqua que sa compétence de gloutonnerie continuait de désirer des âmes une fois qu'elle les avait goûtées et que s'il ignorait ce besoin, il deviendrait plus faible, mourrait de faim, perdrait le contrôle ou finirait par nuire à des innocents. Il insista sur le fait qu'il ne voulait pas devenir un monstre. L'épée lui dit que ses yeux deviendraient rouges lorsque la faim atteindrait un niveau dangereux. Fate vérifia dans le miroir et vit la couleur rouge. L'épée dit qu'il devait chasser des monstres pour rester stable. En chemin pour chasser, Fate interrogea l'épée sur la couleur rouge de ses yeux et l'épée expliqua que cela lui donnait une meilleure vision nocturne et effrayait suffisamment les ennemis pour les paralyser. Fate atteignit une zone de gobelins et en vainquit plusieurs, mais sa faim restait intense. Il s'enfonça plus profondément dans la forêt des hobgoblins et continua de combattre jusqu'à ce que sa faim s'apaise et que ses yeux redeviennent normaux. L'épée l'avertit de chasser de temps en temps afin qu'il n'atteigne plus jamais ce point dangereux. Soudain, le roi gobelin apparut, faisant trembler la forêt de sa présence. Fate choisit de l'affronter, il se cacha brièvement, puis attaqua. Mais le roi gobelin avait l'air terrifiant. Fate tenta de reculer, mais l'épée l'encouragea à lui faire confiance. Fate continua d'attaquer et pendant le combat, sa compétence de régénération s'activa. L'épée proposa alors un marché. Si Fate lui permettait d'absorber toutes les compétences qu'il avait acquises depuis leur rencontre, elle évoluerait et accorderait à Fate de nouveaux pouvoirs. Si Fate refusait, il perdrait de toute façon l'accès à ses compétences. Sans réel choix, Fate accepta. L'épée se transforma immédiatement en un arc magique et avertit Fate que quelqu'un l'avait observé. Il devait tirer une flèche immédiatement. Fate se demanda d'où viendrait une flèche et l'arc expliqua que les flèches apparaîtraient automatiquement une fois qu'il aurait tendu la corde. Fate suivit les instructions et toucha avec succès la cible cachée. Le lendemain, Fate aperçut Roxy déguisée en vêtements ordinaires. Elle expliqua qu'elle allait en ville pour une inspection secrète et lui demanda de ne le dire à personne, surtout pas à Harrow. Fate dit qu'il retournerait au travail, mais Roxy l'attrapa de manière inattendue et insista pour qu'il l'accompagne en tant qu'escorte. Alors qu'il marchait, Roxy avança rapidement et Fate eut du mal à suivre. Son épée consciente continuait de faire des remarques sarcastiques et Fate répondit à voix haute, ce qui fit croire à Roxy qu'il était fâché contre elle. Elle s'excusa pensant qu'elle en était la cause et Fate lui assura que non. Roxy semblait excitée de passer du temps avec lui, ce qui le rendit embarrassé. Elle inspecta ensuite son épée. Fate devint nerveux, se souvenant de la fin de l'épée pour les âmes. Roxy, cependant, commenta seulement qu'elle avait besoin d'entretien et dit qu'elle demanderait au forgeron de la famille Hart de s'en occuper. Ils arrivèrent au marché où Roxy goûta des raisins fraîchement récoltés de la ferme de la famille Hart. Elle révéla accidentellement son identité en commentant le fruit et le vendeur devint méfiant. Fate intervint rapidement et affirma que l'un des parents de Roxy travaillait à la ferme, ce qui convainquit le marchand. Roxy remercia discrètement Fate de l'avoir sauvé d'être reconnu, puis un chevalier sacré entra sur la place du marché et les gens chuchotaient que les chevaliers se comportaient violemment depuis la mort de Monsieur Mason. L'épée murmura que c'était le bon moment pour se battre et Fate lui dit de se taire. Le chevalier entendit et confronta Fate. Fate s'excusa mais le chevalier devint agressif et tenta de le piétiner. Roxy intervint pour défendre Fate, le chevalier remit en question son autorité et commença à remarquer sa ressemblance avec quelqu'un d'important. Fate réalisa que Roxy pourrait être démasquée, l'épée suggéra de faire semblant qu'ils étaient un couple. Roxy agit instantanément sur l'idée et tint Fate étroitement. Le chevalier, confus par leur mise en scène, recula. Les gens chuchotaient qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit la vraie Lady Roxy. Une fois la foule dispersée, Roxy continua de tenir la main de Fate.
Fat entendit accidentellement ses pensées intérieures grâce à sa compétence de télépathie, réalisant qu'elle n'avait jamais tenu la main d'un homme auparavant. Se sentant mal à l'aise, il se retira doucement. À un étal de pierres précieuses, Roxy admira des pierres brutes pendant que le vendeur expliquait qu'elles pouvaient contenir des gemmes. Elle hésita à en acheter une, croyant qu'elle n'avait pas de chance. Fate utilisa sa compétence d'identification pour vérifier les pierres. Le vendeur supposa que Roxy aimait une gemme et offrit à Fate une réduction pour sa petite amie. Mais Roxy déclina poliment et passa son chemin, disant qu'elle ne l'utiliserait probablement pas. Fate demanda si elle connaissait des guerriers actifs et Roxy expliqua qu'elle n'avait des questions que pour ceux qui servaient actuellement. Alors qu'ils continuèrent de marcher, ils entendirent des gens discuter de gobelins morts trouvés près de la ville. Certains croyaient qu'un monstre errant en était la cause. D'autres se demandaient comment un pauvre orphelinat avait récemment reçu des oreilles de gobelins en guise de don. Entendant ce détail suspect, Roxy arrêta l'homme qui parlait et lui demanda plus d'informations. Elle expliqua qu'elle enquêtait actuellement sur un monstre errant qui avait été aperçu près de la capitale. Plus tard, Fate décida d'emmener Roxy dans un petit bar de quartier pour se détendre. Pour simplifier les choses, il la présenta sous le nom de Rocky et dit à l'homme derrière le comptoir qu'elle travaillait avec lui. Le barman la regarda gentiment et plaisanta en disant qu'il était choqué. Fate avait survécu si longtemps, surtout en passant du temps avec une femme. Fate le corrigea rapidement, précisant qu'il n'était pas un couple, ce qui fit rire le barman maladroitement et s'excuser. En nettoyant un verre, le barman commença à parler d'une étrange rumeur. Il dit qu'un combattant avait récemment massacré un grand nombre de gobelins et gagné une fortune grâce aux preuves qu'il avait rapportées. Roxy se demanda à voix haute si une créature inconnue n'était pas plutôt responsable. Le barman secoua la tête, disant qu'une telle nouvelle se serait déjà répandue partout si c'était vrai. Un client âgé qui venait d'entrer se joignit à la conversation et mentionna une autre idée. Les gens chuchotaient que le tueur pourrait être une sorte de bête suceuse de sang. Roxy parut inquiète, disant qu'une telle chose pourrait mettre les familles ordinaires en danger. Le vieil homme répondit avec confiance que les chevaliers sacrés géreraient toute menace. Entendre cela rendit Fate nerveux. Il imagina la possibilité que Roxy rejoigne la recherche et découvre qu'il était derrière les morts de gobelins. Peu de temps après, plusieurs guerriers bruyants entrèrent dans la taverne. L'un d'eux tenta de se montrer amical avec Roxy et l'invita à s'asseoir avec lui. Elle ne le toléra pas et le repoussa en utilisant une technique rapide. Les autres réalisèrent instantanément que le mouvement était trop habile pour une personne ordinaire. Roxy détacha ses cheveux et le barman la reconnut enfin. Il prononça son vrai nom sous le choc. Elle s'excusa d'avoir caché qui elle était. Les guerriers s'inclinèrent si rapidement et implorèrent son pardon, offrant même de l'argent pour arranger les choses. Roxy refusa, expliquant que son devoir n'était pas une question de profit, mais de protéger les gens et de construire un monde plus juste, tout comme son père le croyait. Le vieil homme sourit et dit qu'elle portait le même esprit que son père. Une fois l'ambiance apaisée, Roxy aida Fate à faire réparer son épée. Il la remercia et elle admit qu'il l'avait aidé à mieux comprendre la mystérieuse menace. Fat demanda pourquoi elle n'avait pas été informée plus tôt. Roxy soupçonna silencieusement qu'une autre famille puissante la tenait à l'écart de l'affaire. En marchant dehors, ils entendirent des cris à proximité. Roxy se précipita et vit quelques enfants plus âgés embêter un plus jeune. Elle intervint immédiatement et leur dit d'arrêter. L'un des enfants plus âgés affirma qu'ils essayaient seulement d'aider le garçon perdu. Roxy demanda à Fate de s'occuper de l'enfant pendant qu'elle gérait la situation. Elle interrogea ensuite Raphaël sur la raison pour laquelle elle n'avait rien appris de la chasse. Il répondit qu'il avait supposé qu'elle avait besoin de temps pour pleurer son père et ne voulait pas la surcharger. Les brutes partirent, mais l'enfant dit avec colère qu'il n'aimait pas les chevaliers sacrés. Roxy s'excusa doucement, ce qui le déconcerta. Fate demanda s'il cherchait sa mère et le garçon hocha la tête. Ensemble, ils commencèrent à chercher dans les rues. Pendant la recherche, Fate se souvint d'une époque, des années auparavant, où lui-même s'était perdu et un chevalier l'avait guidé chez lui. Bientôt, la mère apparut et l'enfant courut joyeusement vers elle. En les regardant partir, Fate réfléchit à la manière de continuer à combattre les monstres sans que Roxy ne le découvre. Il conclut que cacher son visage serait le choix le plus sûr. Le lendemain, Fate donna à Roxy une simple pierre brute en guise de remerciement pour lui avoir donné du travail. Elle l'accepta avec un sourire radieux. Plus tard, portant un masque, Fate repartit chasser les gobelins. Des histoires se répandirent à nouveau vite sur ce mystérieux combattant que les gens surnommèrent la Liche, ce qui fit fuir de nombreux aventuriers de la région. Un jour de plus s'écoula et Roxy s'approcha de Fate alors qu'il était en service. Elle lui confia qu'elle avait une tâche personnelle pour lui et l'invita à monter dans sa calèche. Durant le trajet, elle lui désigna les champs appartenant à sa famille. Fat admira le paysage et demanda s'ils étaient là pour la récolte des fruits. Roxy expliqua qu'elle voulait simplement voir les raisins qu'elle avait remarqués en vente plus tôt. Une fois arrivée au domaine, Roxy se hâta d'aller saluer sa mère qui était sortie malgré sa mauvaise santé.
Roxy la réprimanda doucement, mais sa mère insista qu'elle se sentait plus forte ce jour-là et était ravie de rencontrer leur invité. Roxy présenta Fate comme son assistant nouvellement embauché. Il s'inclina poliment et sa mère, Aïcha, l'accueillit chaleureusement. Soudain, Aïcha demanda s'il portait un intérêt particulier à Roxy. Roxy fut troublée et demanda d'où sortait cette question. Aïcha rit et dit qu'elle se demandait simplement comment il percevait son employeuse. Kate, toute gênée, répondit qu'il respectait profondément Roxy et souhaitait la servir loyalement, aussi longtemps qu'il vivrait. Roxy devint écarlate et s'enfuit précipitamment dans sa chambre. Aïcha sourit, expliquant que sa fille avait l'habitude de fuir les situations embarrassantes. Elle raconta que Roxy, enfant, était très sensible, effrayée même par le plus petit insecte. Aïcha avoua qu'elle s'inquiétait toujours de la voir devenir chevalier, craignant qu'elle ne porte un fardeau trop lourd. Fat la rassura, affirmant que Roxy était forte, digne de confiance pour beaucoup et dévouée à son rôle de chef de famille. Seule dans sa chambre, Roxy regarda ses affaires et se remémora ses entraînements avec son père. Il avait été surpris par son désir de devenir chevalier, mais elle lui avait dit vouloir protéger les autres et partager leur bonheur. Son père avait souri fièrement, disant que ce rêve convenait parfaitement à leur famille. Fate est dans le vignoble, aidant les serviteurs à cueillir le raisin, tandis qu'ils discutent de la façon dont les seigneurs ont pris soin de cette terre depuis des générations. Un serviteur explique que la saison des récoltes attire aussi les monstres cobalt en quête de nourriture, il est donc temps de les chasser. L'estomac de Fate gargouille et l'avarice lui dit que les gobelins ne suffisent non plus. Sa gourmandise désire à présent des âmes différentes, plus puissantes. Plus tard, le sujet changea, Roxy dit à Fate de rentrer sans elle car elle avait encore des tonnes de travail à la ferme. Fate commença à rentrer seule jusqu'à ce qu'une femme apparaisse soudainement sur son chemin. Il s'arrêta et dès qu'il la regarda attentivement, quelque chose clochait. Ses yeux étaient d'un rouge intense, bien trop similaire au regard que Fate avait quand son avarice se manifestait. Pendant une secondate, son esprit se vida complètement. La femme le remarqua et demanda s'il écoutait seulement, puis elle dit nonchalamment qu'elle était arrivée plus tôt que prévu. Fate demanda ce qu'elle entendait par « tôt » et elle répondit qu'elle était venue s'occuper de la menace Cobalt. Puis elle se détourna comme si la conversation n'avait aucune importance et lança une phrase étrange, disant en gros à Fate qu'il pouvait la chasser à la place et s'il le faisait, il lui serait redevable. Cela déclencha instantanément la suspicion de Fate. Il demanda qui elle était vraiment, car elle semblait clairement en savoir plus qu'elle n'aurait dû. Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, Roxy arriva et observa la femme attentivement. Elle dit que la femme semblait venir de Gallia. Fate remit immédiatement cela en question car il pensait que Gallia avait déjà été anéantie. Roxy confirma que le pays s'était effondré, expliquant qu'il y a longtemps c'était une puissante nation militaire, mais qu'elle fut écrasée par une invasion massive de monstres et finit par disparaître. Fat dit que peut-être certaines personnes avaient survécu malgré tout, mais Roxy répondit qu'elle n'avait jamais personnellement rencontré quelqu'un de pur sang gallien. Après cela, Fate marcha avec Roxy et lui demanda si elle s'en sortirait vraiment seule face aux monstres. Roxy répondit avec assurance qu'elle n'était pas impuissante, elle était une chevalière sacrée et elle aurait aussi des guerriers entraînés pour la soutenir. Peu de temps après, la situation s'aggrava. Les monstres cobalt ravagèrent les vignobles, détruisant les champs de raisins. Roxy et son groupe décidèrent de tendre un piège et d'attendre le retour des créatures. Quand Fate vit enfin un cobalt de ses propres yeux, son avarice réagit instantanément, presque comme si son corps le désirait. Pendant ce temps, les autres guerriers semblaient terrifiés et admirent sans détour qu'ils n'avaient aucune chance contre une telle chose. Roxy ne recula pas. Elle leur dit qu'elle s'occuperait elle-même de le capturer et de le tuer. Elle ordonna aux ouvriers agricoles de se cacher en lieu sûr jusqu'à ce que la menace soit écartée. Puis elle dit aux guerriers de se préparer. Ils hésitèrent et dirent qu'il leur faudrait au moins une journée entière pour se préparer correctement. Fate, en écoutant, comprit pourquoi. Cette chose était d'environ niveau 50 et même lui savait que c'était bien au-delà de ce qu'il devrait combattre. Mais il ne pouvait pas simplement ignorer ce qui se passait sur les terres de la famille Hart. Cette nuit-là, Fate sortit donc seul. L'avarice changea de forme, se transformant littéralement en arc. Fate commença à tirer sans relâche dans l'obscurité, envoyant flèche après flèche sur les monstres cobalt. Il continua d'attaquer jusqu'à ce que le roi cobalt réagisse enfin et attrape une de ses flèches en plein vol. Fate recula brusquement et se précipita, essayant d'en finir rapidement. Mais le roi le frappa à l'épaule, puis libéra une étrange force qui projeta Fate dans un lac. Il resta immobile et sembla inconscient. Mais il faisait semblant. Un second cobalt s'approcha, pensant que le combat était terminé. L'instant où il s'approcha, Fate se redressa brusquement et enfonça son arme dans sa gueule, le tuant immédiatement. Mais le vrai danger n'avait pas disparu. Le roi Cobalt était toujours là, en attente. L'avarice, en fait, lui dit d'utiliser la force qu'il venait d'acquérir du monstre qu'il avait tué et de tout donner.
L'avarice se transforma de nouveau, devenant une arme bien plus létale qu'auparavant. Utilisant cette puissance améliorée, Fate et l'avarice combattirent ensemble et abattirent finalement le roi Cobalt. Le problème était que Fate avait maintenant consommé un monstre pour la première fois et cela avait déclenché quelque chose. Il commença à perdre le contrôle, comme si sa faim se transformait en quelque chose de violent et d'infini. La voix Zavid le prévint de lutter contre cela. S'il cédait complètement, il deviendrait pire que quelqu'un affamé. Il deviendrait quelque chose qui ne pourrait plus s'arrêter du tout. Le lendemain, Roxy inspecta la zone détruite et trouva des flèches inhabituelles, des flèches qui n'appartenaient clairement pas à des soldats normaux. Plus tard, elle rentra chez elle et parla avec sa mère et Fate. Elle dit avoir vu cette femme de Gallia quelques jours plus tôt et la force de la femme semblait démente comme celle d'un chevalier de haut rang. Roxy soupçonnait que cette étrangère était la véritable raison de l'élimination des monstres Cobalt. Après cette conversation, Aisha appela Fate en privé dans sa chambre. Elle lui demanda de rester près de Roxy et de l'aider à traverser ce qui allait arriver. Elle lui dit qu'elle le sentait. Fate avait le genre de cœur qui voulait se tenir aux côtés de sa fille. Aisha se confia alors sur elle-même. Elle dit qu'elle n'était pas spéciale, juste une fille ordinaire avec des capacités moyennes, mais qu'elle avait soutenu son mari à travers tout. Elle admit que Roxy portait des fardeaux qui n'étaient pas simples. Surtout que Roxy n'avait qu'un seul parent chevalier sacré, ce qui rendait les choses plus difficiles d'une manière que les gens ne remarquaient pas. Puis Aisha fondit en larmes. Elle dit à Fate que son temps était compté. Elle le supplia de soutenir Roxy à sa place quand elle ne le pourrait plus. Fate promit de le faire. Bientôt, Fate et Roxy retournèrent vers la capitale. Mais Fate luttait terriblement. Les gobelins ne le satisfaisaient non plus, et sa faim ne cessait de croître. Après le Cobalt, l'avarice le prévint que le temps pressait si Fate ne trouvait pas une nouvelle façon de nourrir cette faim. Les choses du cas tourneraient court ou mal rapidement. Essayant de réfléchir, Fate retourna à la taverne. Là, le vieil homme mentionna que M. Ato rejoindrait l'opération pour chasser la liche. Le barman supposa que Ato ne cherchait que la gloire et une victoire rapide. Le vieil homme se moqua de l'idée et dit que les chevaliers sacrés devraient juste l'envoyer en mission à Gallia et laisser les monstres s'occuper de lui. Cette mention de Gallia fit Fate marquer une pause. Il demanda pourquoi il y avait soudainement une autre mission liée à Gallia alors que monsieur Mason n'y était mort que récemment. Le vieil homme dit que rien n'était encore définitif, juste des rumeurs. Peu de temps après, Roxy fut montrée agenouillée sur la tombe de son père. Elle demanda son conseil car elle avait été choisie pour aller elle-même à Gallia. Et à ce moment-là, Fate se précipita, la voix tremblante, la suppliant de ne pas y aller. Il lui dit que si elle y allait, elle pourrait ne jamais revenir. Roxy répondit calmement que sa décision était déjà prise. Tandis que Memel et son équipe affichaient une satisfaction discrète, et ils étaient secrètement ravis. Ils avaient piégé Roxy pour qu'elle parte à Gallia, non pour une noble raison, mais juste pour l'écarter de leur chemin. Elle était devenue un problème et c'était leur échappatoire parfaite. Pendant ce temps, Ato dit à Memel et Raphaël qu'ils voulaient participer au voyage à Tenburn. Memel en rit, disant que ce n'était pas des vacances relaxantes, mais la quête de la vie éternelle. Plus tard ce jour-là, Fate se dirigea vers son lieu de pêche habituel, mais Ato et sa bande l'attendirent déjà. Ils lui barrèrent de chemin et certains d'entre eux demandèrent à Ato s'ils pouvaient s'occuper de Fate eux-mêmes. Ato hocha la tête. Ils se précipitèrent, l'âme tirée, mais Fate les abattit sans effort. Les autres s'enfuirent, même si Ato leur avait dit de tenir bon. Maintenant agacé, Ato intervint. Il sortit son arme et traita Fate de monstre, jurant qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Fate retira calmement son masque et sa capuche, révélant son visage. Ato fut stupéfait, comment quelqu'un comme lui pouvait-il être si puissant? Fate n'était pas d'humeur à expliquer, mais Ato ne put s'empêcher. Il se vanta, disant que Fate n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Il se vanta d'être un Valéric, le second fils, et un chevalier sacré. Cette vantardise poussa Fate à bout. Il dit à Ato de lui montrer cette belle puissance de chevalier. Pendant ce temps, Ato se demandait comment Fate était devenu si fort. Fate demanda silencieusement à son épée si elle pouvait briser une lame sacrée. L'épée répondit avec assurance. « Oui, même l'Oroshalkum ne pouvait la vaincre. Frappe quand tu veux, lui dit-elle. » Ato se moqua de loin, traitant Fate d'idiot de penser pouvoir combattre d'aussi loin. Puis il chargea, mais avant qu'il ne puisse réagir, crac, son épée sacrée se brisa en deux. Ato se figea. « C'est une épée sacrée, murmura-t-il. » Fate jeta les moitiés brisées à ses pieds et lui dit de les ramasser. Au lieu de cela, Ato se retourna et tenta de fuir. Fate lui coupa la route. Il dit qu'il avait cru autrefois que Ato était un vrai chevalier, mais qu'il était juste faible. De vieux souvenirs assaillirent Fate. Des moments où Ato l'avait intimidé et blessé. Alimenté par la rage, Yudiats, il attrapa Ato et le projeta au sol, puis contre des rochers. Encore et encore, Ato commença à supplier, mais Fate lui rappela comment il avait traité les gens comme de la vermine, comment il avait mis Roxy en danger. Il supplia de nouveau, Fate s'en moquait. Cette fois, il y aurait une revanche. Soudain, l'épée de Fate brilla et se transforma en un phénix de lumière. La lueur s'estompa et Ato réalisa qu'il ne pouvait plus bouger. Ato cligna des yeux, surpris d'être encore en vie. Fate dit qu'il avait des questions. Ato devina que c'était à propos de Roxy.
Fate confirma que Roxy était allé à Gallia par choix pour protéger des innocents. Fate leva son épée et dit qu'il annulerait sa mission lui-même, mais ne tuerait pas Atto. Atto le prévint de ne pas faire quelque chose de stupide juste pour elle. Fate n'écouta pas, il enfonça sa lame dans la poitrine de Atto. « Ce n'est pas pour elle, dit-il, c'est pour moi !» À ce moment-là, Fate absorba la compétence de l'épée sacrée. Son épée annonça sa promotion. Il était maintenant un chevalier sacré. Fate envoya sa puissance dans la lame et elle se transforma en quelque chose de terrifiant, une arme qui pouvait effacer tout ce qu'elle touchait. Pendant ce temps, Roxy se préparait à partir. Avant de monter dans la calèche, elle dit à son personnel de ne pas s'inquiéter. 3 ans répondra vite. Elle confia les rênes à Haru pendant son absence. Haru lui demanda de diriger la famille Hart avec fierté. Roxy fit ensuite ses adieux à Oliver et Minerva. Ils lui souhaitèrent force et courage. Elle se tourna vers Fate pour un dernier adieu. « Nous nous reverrons », dit-elle. Il lui dit de rester en sécurité. Sur ce, elle partit. Plus tard, Haru remit à Fate une lettre que Roxy lui avait laissée. Une offre de travailler dans un autre château, loin de la famille Valéric. Fate la lut, reconnaissant, mais il ne l'utiliserait pas. Il avait sa propre voie à suivre maintenant. De retour chez lui, il fit ses bagages. S'il ne pouvait empêcher Roxy de partir, il la soutiendrait au moins de loin. Le lendemain matin, il fit ses adieux au château Hart. Haru lui donna son paiement et un bonus. Fate dit que c'était trop. Haru lui rappela de ne jamais oublier l'honneur de servir la famille Hart. Il s'arrêta au bar pour dire au revoir au vieil homme et au barman. Il leur dit qu'il se dirigeait vers Gallia. Roxy, pendant ce temps, rassembla les chevaliers sacrés. Elle annonça qu'elle avait repris le rôle de son père et menait la charge contre le dragon sacré, une bête qui avait dormi 1000 ans. Elle protégerait Sifor et son peuple. Après le discours, une jeune fille nommée Myria s'approcha. Elle dit à Roxy qu'elle irait partout où elle irait. Puis Mugen se joignit à eux, se portant volontaire pour Gallia. Myria plaisanta qu'il voulait juste voir le dragon sacré de près. Mugen admit qu'elle n'avait pas tout à fait tort, la plupart des guerriers voulaient se tester. Myria leva les yeux au ciel et le traita d'idiot. Roxy lui demanda de se calmer. Mugen expliqua sa vraie raison, Mason Hart. Il avait travaillé avec lui auparavant. Il voulait la justice. Roxy le remercia, puis demanda si sa famille irait bien. Mugen dit que sa fille Renée lui avait demandé de rapporter d'anciennes reliques. Roxy fut prise au dépourvu, des reliques. Il dit que sa famille était composée d'érudits, il était le seul combattant. Ailleurs, Renée était dans un laboratoire, parlant à un chercheur. Ils étudiaient des restes de gobelins. Elle dit que les flèches utilisées n'étaient pas normales, elles étaient magiques. Elle feuilleta un livre et les relia à une épée noire, l'une des armes du péché capital. Le chercheur demanda ce que cela signifiait. Renée dit qu'elle ne savait pas. Mais elle voulait en voir une par elle-même. Ailleurs, le voyage en calèche de Fate touchait à sa fin. Le conducteur dit qu'ils arrivaient à Tetra, une ville du sud réputée pour le commerce. Fate descendit et dit à l'avarice que ça semblait pareil. Il y était passé 5 ans plus tôt. Il rencontra un autre cocher et lui demanda s'il se dirigeait vers Gallia. L'homme dit oui, mais pas avant le matin. Voyager la nuit était un suicide avec les monstres qui rôdaient. L'avarice suggéra de manger, de recueillir des informations et peut-être d'acheter un nouveau fourreau maintenant que Fate avait des compétences d'épée sacrée. Fate accepta. Au même moment, un homme désespéré offrait des pièces à quiconque voulait repousser les monstres qui menaçaient son village. Mais au lieu d'aide, il fut la risée de tous. Un guerrier le railla ouvertement devant tout le monde. C'est alors que Fate apparut. Sans dire grand-chose, il écarta l'importun. Un autre combattant tenta de frapper Fate, mais il esquiva et bloqua comme si de rien n'était. L'homme humilié remercia Fate, qui le regarda et le reconnut. C'était Seth. Des souvenirs assaillirent Fate. Seth et son groupe le harcelaient sans cesse quand ils étaient enfants. Ils le traitaient d'incapable et lui jetaient des pierres. À l'époque, Fate avait commencé à étudier les herbes, espérant aider son père qui rentrait souvent blessé des chasses aux monstres. Puis son père mourut et aux funérailles, les villageois dirent dodo froidement à Fate de partir, le traitant toujours d'échec, lui jetant toujours des pierres. Et maintenant, des années plus tard, voici Seth à genoux, demandant de l'aide. C'était le même Seth, fils du chef du village, qui avait aidé à faire expulser Fate à l'époque. Fate resta silencieux. L'avarice, son épée, lui murmura qu'il lui serait plus profitable de maîtriser ses désirs. Fate finit par accepter d'aider. Seth le ramena au village. Dès leur arrivée, les gens commencèrent à murmurer que Seth était revenu avec ce qu'ils appelaient le déchet qu'ils avaient autrefois chassé, disant qu'il ne pouvait même pas ramener un vrai guerrier. Seth défendit Fate, disant qu'il avait vu de ses propres yeux à quel point il était devenu fort. Quelqu'un d'autre mentionna l'embauche d'un autre combattant pour le lendemain, mais une autre voix avertit que des cris provenèrent de la forêt depuis la veille. Il pourrait ne pas tenir jusqu'au lever du soleil. L'ancien du village prit une décision difficile. Offrir Fate comme diversion jusqu'au matin. Seth dit à Fate de les ignorer et le ramena chez lui. Il s'excusa. Fate dit qu'il y était habitué et demanda des nouvelles de la femme de Seth. Malheureusement, Seth dit que les monstres l'avaient tué.
Bientôt, la fille de Seth les rejoignit et dit à Fate que devenir mère l'avait fait tout reconsidérer. Elle voyait que Fate n'était plus la même personne. Elle demanda à propos des monstres. Seth expliqua qu'ils avaient commencé à apparaître il y a 1 mois et avaient des ailes. Ils avaient engagé de l'aide extérieure car les créatures n'étaient non pas comme les bêtes habituelles qu'ils avaient affrontées. L'estomac de Fate gargouilla et Seth partit chercher de la nourriture. L'Avarice mentionna que cela ressemblait à des gargouilles, des créatures intelligentes et dangereuses. La fille de Seth remarqua Fate parler et demanda à qui il s'adressait. Il écarta la question, disant que c'était juste lui-même. Elle lui tendit alors un bonbon. Peu après, Seth revint avec le dîner. Fate le mangea, mais s'effondra soudainement, perdant connaissance. C'est alors que la fille admit lui avoir donné un bonbon que son grand-père lui avait légué. Le visage de Seth pâlit. Ce bonbon était imprégné d'une puissante drogue. Tandis que Fate gisait inconscient, les gargouilles lancèrent leur attaque sur le village. Seth tenta de le réveiller, mais en vain. L'ancien ordonna à ses hommes de traîner Fate dehors comme appât. Pendant ce temps, Seth se précipita pour préparer un antidote. Après avoir fait boire le remède à Fate, il se réveilla enfin. Seth expliqua que la drogue était involontaire. Son défunt père en était responsable. Fate dit à Seth de rester à l'intérieur, tira sa lame et sortit dans le chaos. Ce qu'il vit était terrifiant, des créatures gargouilles volant et incendiant le village. L'une d'elles tira du feu comme un canon et Fate se figea. Seth lui cria d'utiliser la grande faux. Juste à ce moment-là, l'Avarice se transforma en cette arme exacte. D'un coup net, Fate coupa le monstre en deux et gagna instantanément sa capacité de boule de feu. Maintenant, seul le chef gargouille restait. Il avait aussi une résistance au feu. Seth avertit qu'une fois que la bête se déplacerait dans le feu, ce serait le moment de Fate. Comme prévu, il s'approcha. Fate bondit et frappa avec la faux, l'achevant. Cette fois, il gagna une résistance au feu. Le lendemain, Fate et Seth marchèrent à travers les décombres. Seth dit que seule une poignée de personnes avaient survécu et que son père était mort. Le village était perdu, il ramassa des herbes brûlées et nota que plus rien ne pousserait ici. Seth demanda si Fate avait toujours le pouvoir d'identifier les choses. Fate le confirma. Seth se demanda à voix haute pourquoi Fate était devenu un guerrier alors que sa compétence aurait pu le rendre riche. Fate répondit simplement qu'il n'avait pas le choix. Seth baissa alors la tête, rempli de culpabilité. Il demanda à Fate de le frapper en guise de revanche pour ce qu'il avait fait des années auparavant. L'Avarice convint que c'était la seule façon pour Seth de trouver la paix. Alors, Fate lui donna un coup solide. Seth le remercia. Fate lui dit de prendre soin de sa fille, puis Fate se rendit sur la tombe de son père, pensant que même avec toute la douleur, cela faisait toujours mal de voir le village s'effondrer. Ailleurs, Myria dit à Roxy qu'ils approchaient de Lancaster. Roxy dit qu'ils se réapprovisionneraient une fois sur place. Mugen la prévint à propos du seigneur de la région. Roxy demanda ce qu'il voulait dire, mais Mugen dit juste qu'elle comprendrait quand elle le verrait elle-même. Au même moment, un cocher voyageant avec Fate discutait. Il plaisanta sur le fait que Fate bâillait toujours et lui rappela les 3 pièces d'or qu'il était payé. Fate lui dit de se détendre. Il n'avait peut-être pas l'air de grand-chose, mais il pouvait se battre comme un chevalier sacré débutant. Soudain, une bande de bandits bloqua la route, exigeant des objets de valeur. Fate sauta, disant que s'il voulait quoi que ce soit, il devrait bon la passer par lui. Le conducteur paniqué s'accrocha à Fate, disant qu'il avait une femme et 2 petits-enfants. Fate lui dit de reculer, il ne pouvait pas se battre comme ça. Le chef des bandits rit, disant que leur proie était terrifiée et donna l'ordre d'attaquer, mais alors, de nulle part, une hache géante traversa l'air et écrasa tout le groupe. Une femme aux yeux rouges brillants s'approcha et dit à Fate qu'il lui devait une faveur pour l'aide avec le cobalt plus tôt. Elle demanda au conducteur de la prendre en charge. Il accepta, mais dès qu'elle monta, toute la calèche s'inclina sous son poids. Elle dit à son arme de changer de forme et la calèche se stabilisa. À l'intérieur, elle regarda Fate et dit « Alors, c'est toi qu'on appelle Fate l'avaricieux ». Il demanda comment elle savait. Elle répondit qu'elle avait aussi une compétence de péché capital. Fate fut choquée, l'avarice n'avait jamais mentionné cela. Elle se présenta comme Mine la colère. Puis nonchalamment, elle dit qu'elle mourait de faim. Fate lui tendit de la viande séchée. Elle mangea tout, y compris sa portion. Dans la ville de Lancaster, une jeune fille se retrouva face à face avec 2 créatures dangereuses. Avant que la panique ne s'empare d'elle, un chevalier s'interposa entre elle et les monstres et les acheva en quelques secondes. Reconnaissante et curieuse, la fille demanda qui il était. L'homme répondit fièrement qu'il était Rudolf, le souverain de Lancaster. À peu près au même moment, Fate entra dans la ville et vit Rudolf faire étalage de sa force. Le cocher, voyageant avec Fate, expliqua que Rudolf se préparait à accueillir un groupe important de Gallia. Cela mit Fate mal à l'aise car il savait que Roxy faisait partie de cette mission. Le cocher rappela ensuite à Fate les 3 pièces d'or dues, mais Maine les saisit vite, disant qu'elle méritait le paiement. Le cocher abandonna et partit. Mine s'endormit aussitôt, s'appuyant lourdement sur l'épaule de Fate, ne lui laissant d'autre choix que de la porter à travers les rues.
En marchant, les habitants le saluèrent chaleureusement, le prenant pour un chevalier sacré. Fate se demanda pourquoi les chevaliers étaient ainsi estimés ici. Il continua jusqu'à une zone restreinte réservée aux seuls habitants. Étrangement, on le laissa entrer sans question. Fate remarqua alors d'étranges symboles sur le cou de tous. Quand il interrogea Greedy, l'épée supposa qu'il s'agissait sûrement de signes pour séparer les gens par rang. Ailleurs, Rudolf s'en prenait furieusement à un guerrier qui avait fui le combat. Il l'accusa de l'avoir humilié et déclara que son ambition était de surpasser la famille Hart. Sans la moindre hésitation, il mit fin à la vie du guerrier. De retour à l'auberge, Fate s'assit face à Min, toujours endormi, et demanda à Greedy comment ils se connaissaient. L'un l'autre. Glouton expliqua qu'ils s'étaient déjà croisés il y a bien longtemps et que l'arme de Min, Paresse, faisait partie du même groupe que lui, les armes des 7 péchés capitaux. Fate demanda ce qu'étaient ces péchés et Glouton les énuméra un par un, expliquant que ces pouvoirs étaient nés du défi de règles sacrées, ce qui les rendait extrêmement dangereux. Fat se sentit mal à l'aise, se demandant pourquoi il portait Glouton alors que toute sa vie n'avait été que faiblesse et humiliation. Glouton le prévint que ce pouvoir finirait un jour par l'engloutir s'il n'apprenait pas à trouver un équilibre. La seule façon de survivre était de contrôler sa faim plutôt que de la satisfaire d'un seul coup. Plus tard, Fate partit chasser une bête du désert. Il tira une flèche enflammée et en toucha une, mais réalisa alors que d'autres se cachaient tout près. À l'auberge, Min se réveilla affamé et remarqua une récompense affichée pour avoir tué un énorme golem de sable. Les gens disaient que même Rudolf avait échoué et que d'autres morts suivraient si rien n'était fait pour l'arrêter. À ce moment précis, Fate avait déjà traqué le golem et l'avait vaincu. Glouton sentit une créature encore plus puissante à proximité, un monstre couronné. Un groupe de combattants était piégé à le combattre quand Fate apparut et revendiqua la cible pour lui-même. Ils le prévinrent qu'il était imprudent, mais il les ignora. La bête lança des boules de feu, mais Fate les esquiva toutes avec agilité. Glouton avertit qu'une tempête de sable approchait et que le monstre essaierait de l'écraser avec des débris. Fate transforma son arme en une énorme faux et bondit en avant, arrachant le cœur de la créature. D'un autre coup, il la détruisit complètement et gagna une nouvelle capacité. Les autres guerriers regardèrent, incrédules, la destruction qu'il avait causée. L'un d'eux le remercia et se présenta comme barde. Fate répondit avec désinvolture, disant que les gens pouvaient simplement l'appeler le collectionneur de cadavres. Quand Fate retourna à l'auberge, Min se préparait à chasser le golem elle-même. Il lui dit que c'était déjà fait. Elle explosa de colère, criant qu'il lui avait volé sa chance d'obtenir la récompense. Fate promit de partager la moitié et les deux allèrent chercher le paiement. Avant qu'ils ne puissent célébrer, Rudolf et ses gardes les encerclèrent. Il ordonna à Fate de le servir désormais, affirmant qu'il n'y avait aucune place pour refuser. Min intervint et dit que Fate lui appartenait d'abord. Rudolf se moqua d'elle cruellement. En réponse, elle balança sa hache et le projeta à travers un mur. Fat la réprimanda pour le chaos, mais elle s'en moqua. Plus tard, alors qu'ils roulaient ensemble, Fate plaisanta en disant qu'elle mangeait comme quelqu'un atteint de gloutonnerie, pas de colère. Min répondit que la colère brûlait l'énergie rapidement. Soudain, son tempérament s'enflamma si violemment que les roues du chariot se brisèrent. Ils durent tôt s'arrêter pendant que le conducteur le réparait. Min s'éloigna et Fate regarda autour du village paisible, surpris que la vie semble normale si près de terres dangereuses. Il remarqua un château au loin et fut confus, pensant que seule la capitale en possédait un. Il demanda à un homme proche comment rencontrer le maire pour apprendre que l'homme lui-même était le chef. Fate vit l'épée sacrée à son côté et réalisa qu'il était le protecteur du village. Le chef défia soudain Fate en duel, disant qu'il ne pourrait rester que s'il faisait ses preuves. Il expliqua qu'il n'avait que récemment éveillé son pouvoir, mais possédait déjà une force incroyable, presque surhumaine. Fate fut choqué et demanda comment c'était possible. Au lieu de répondre, l'homme tira sa lame. Fate fit de même, mais en un éclair, le chef fit tomber Glouton de sa prise. Fate supposa que cela signifiait un rejet, mais le chef le surprit en lui offrant un entraînement à la place. Il dit que Fate ne comprenait pas vraiment ses propres capacités et que son corps luttait avec cette croissance soudaine. Fate réalisa qu'apprendre d'un chevalier sacré était une chance rare. Alors il accepta. L'homme se présenta comme Eren. Min arriva peu après et Eren la reconnut immédiatement comme une puissante combattante. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, Eren commença à enseigner à Fate comment contrôler sa force et combattre sans gaspiller ses mouvements. Il expliqua que la tension rendait un guerrier plus faible et que le calme libérait la vraie puissance. Pendant l'entraînement, Fate sentit soudain une faim brûlante monter en lui. Aaron remarqua que quelque chose n'allait pas, mais Fate resta silencieux et se poussa encore plus fort. Aeron complimenta sa vitesse et tenta un coup de pied surprise, mais cette fois Fate bougea plus vite et l'évita complètement. Plus tard, après l'entraînement, alors qu'il rentrait, il découvrit une scène ridicule. Min était étendu sur le sol, entouré d'assiettes renversées et de nourriture éparpillée. Fate se sentit embarrassé et s'excusa. Pourtant, Aaron ne fit que rire et dit qu'il demanderait aux voisins de leur donner quelques ingrédients.
Peu de temps après, Fate vit Aaron discuter avec sa femme et son jeune garçon. Glouton murmura que l'enfant ressemblait étrangement à Fate lui-même. Cela fit se demander à Fate quel genre de passé Aaron portait pour finir par vivre tranquillement comme chef de village au milieu de nulle part. Le lendemain matin, Aaron tendit à Fate une fine branche de bois et lui dit de se défendre contre une vraie lame en n'utilisant que cela. Fate protesta que ça se briserait instantanément. Aaron répondit que la réponse était quelque chose que Fate devait découvrir par lui-même. Aeron attaqua sans prévenir. Fate réagit par instinct et d'une manière ou d'une autre, le bâton survécut. Aaron hocha la tête avec un visage sérieux et dit que Fate avait enfin appris à équilibrer son pouvoir intérieur. Plus tard, ils partagèrent un repas. Aeron demanda quels étaient là-bas les projets de Fate et Fate dit qu'il partirait le lendemain. Il exprima sa gratitude pour la gentillesse qui leur avait été montrée à lui et à Min. Fate essaya de faire en sorte que Min dise merci aussi, mais elle était occupée à engloutir la nourriture comme une tempête. Aaron plaisanta en disant qu'il en avait bien plus et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Fate remarqua que les yeux d'Eren se tournaient souvent vers la forteresse lointaine. Quand on lui demanda, Eren admit qu'elle lui avait appartenu. Il y a 15 ans, un souverain monstrueux avait détruit tout ce qu'il aimait et la cour royale l'avait forcé à abandonner l'endroit. Depuis lors, un être appelé Lord Lich y régnait, gardant les âmes de sa famille piégées. En entendant cela, Fate se leva soudainement. Eren comprit immédiatement où il se dirigeait et insista pour l'accompagner. Min apparut par derrière, annonçant qu'elle garderait le village pour 50 pièces. Aux portes, Fate utilisa une étrange combinaison de magie et de tir à l'arc que même Eren n'avait jamais vue. Eren remarqua que de telles techniques avaient disparu de l'entraînement moderne parce qu'elles étaient trop difficiles à maîtriser. Ils combattirent des vagues de soldats squelettes jusqu'à ce qu'ils entrent dans le hall principal. À leur grande surprise, l'endroit semblait vivant, lumière chaude, voix, une vie normale. La femme et le fils d'Aaron le saluèrent comme si rien ne s'était jamais passé. Aaron demanda d'une voix tremblante s'ils étaient vraiment là. Son fils répondit avec désinvolture, tandis que sa femme attribua sa confusion à l'épuisement. Fate était perdu, mais Glouton expliqua la cruelle vérité. C'était un rêve fabriqué, pas la réalité. Puis le fils tenta soudainement de frapper Eren avec une épée. Fate cria un avertissement, mais Eren resta calme. Le garçon accusa son père de les avoir abandonnés à la mort pendant qu'il servait le roi. Eren écouta sans se défendre. Fate voulut intervenir, mais Eren lui demanda de ne pas s'en mêler. Fate partit à la recherche du cerveau pendant que père et fils croisèrent le fer. Fate localisa Lord Lich plus profondément à l'intérieur. La créature commandait d'innombrables cadavres qui se refermaient autour de lui. Pendant un instant, Fate hésita jusqu'à ce qu'Eren arrive, jetant de côté les corps inertes et s'excusant de son retard. Eren déchaîna une technique radieuse qui repoussa l'ennemi. Fate suggéra de combiner leurs pouvoirs pour mettre fin rapidement au combat. Leurs armes fusionnèrent et libérèrent une force qui déchira les ténèbres. Après la bataille, Eren s'assit à côté des formes sans vie de sa famille et leur parla doucement, disant qu'il était désolé que cela ait pris si longtemps. Leurs esprits apparurent, le remerciant de les avoir libérés. Aaron leur demanda d'attendre qu'ils puissent les rejoindre un jour. Il se tourna ensuite vers Fate et dit qu'il restait encore du travail. Ensemble, ils éliminèrent tous les morts vivants restants. À leur retour, Min les accueillit avec des plaintes. Eren la paya plus que promis et Fate la taquina pour son obsession de l'argent. Elle répondit que reconstruire des maisons exigeait de l'or, pas de la fierté. Eren la regarda attentivement et dit qu'il se souvenait l'avoir rencontrée il y a un demi-siècle. Elle rit et révéla qu'elle était un être que le temps ne pouvait pas atteindre. Fate fut choqué d'apprendre qu'elle était un spectre. Avant de se séparer, Aaron demanda à Fate de revenir après avoir terminé son voyage, car il avait quelque chose d'important à lui dire. Ailleurs, Memel et Raphaël discutaient de rumeurs concernant une pierre qui pouvait tout guérir et peut-être accorder une vie éternelle. Leur conversation fut interrompue par la nouvelle que Atto avait été tué, non pas par une bête, mais par un autre guerrier. Dans la calèche, Fate se plaignit que Min dévorait toutes les provisions qu'Eren leur avait données. Il plaisanta à nouveau en disant que son vrai péché devait être la faim, pas la rage. Le conducteur rit, disant que cette dispute ne finissait jamais. Min goûta un peu de nourriture, puis utilisa nonchalamment les genoux de Fate comme oreiller et s'endormit. Glouton insinua qu'elle menait sa propre guerre invisible et que Fate comprendrait un jour s'il restait à ses côtés. Fate sentit une présence inquiétante devant lui. Au loin, le groupe de Roxy approchait de Gallia. Myria admira le grand château qu'ils approchaient et Roxy expliqua qu'il avait autrefois appartenu à Eren. Elle mentionna l'ancien souverain, Lord Lich, mais ne sentit aucune trace de monstres à présent. Mugen devina que l'endroit avait déjà été libéré. À ce moment-là, Eren lui-même les accueillit. Myria demanda sans détour s'il était à la retraite, ce qui lui valut une réprimande de Roxy. Mugen le salua avec un profond respect, l'appelant l'épée légendaire de la lumière. Aaron révéla qu'il connaissait Roxy depuis sa naissance et lui avait même donné son nom. Elle fut stupéfaite, n'ayant jamais entendu cela de ses parents. Aaron admit qu'il ne se considérait plus comme un héros après avoir échoué à protéger ceux qui lui étaient de chair. Quand Roxy interrogea Lord Lich, il dit qu'un jeune guerrier anonyme l'avait aidé à le vaincre mais avait demandé à rester inconnu.
Aaron devina correctement que Roxy était poussée vers Gallia par l'influence valyrienne. Roxy insista qu'elle suivait sa propre volonté, fidèle aux idéaux de son père. Apprendre la mort de Mason choqua Eren, il proposa d'entraîner Roxy et elle accepta. Début. Plus tard, Fate et Min arrivèrent sur une étendue de terre en ruine entourée de vestiges engloutis par le temps. Bien que sans vie, l'endroit avait une signification personnelle pour Min. Elle y était née puis emmenée dans la capitale de l'Empire, très jeune, bien avant qu'aucun souvenir ne puisse se former. Pourtant, quelque chose la liait aux ruines. Fate se souvint de la chute de Gallia quelques années auparavant, supposant que le site avait été abandonné depuis longtemps. Alors qu'il s'aventurait plus profondément, Fate remarqua un grand cocon reposant de manière inquiétante au milieu des débris. Glouton expliqua que c'était le sous-produit raté d'une ancienne expérience de Galion, une arme vivante connue sous le nom de chimère. Elle avait fait partie d'un projet militaire défunt, finalement abandonné en raison de son instabilité. Min considérait la créature comme une obligation qu'elle devait régler. Bien que la bête soit encore dans sa phase dormante, elle représentait une menace croissante. Son âme devait être éliminée avant sa transformation complète. La seule méthode pour la détruire vraiment était l'absorption spirituelle, ce qui exigeait que Fate utilise sa capacité maudite. Sans hésitation, Min brisa le cocon, exposant une entité grotesque enchevêtrée avec ce qui semblait être une forme humaine féminine incrustée à l'intérieur. Fate hésita. La vue de la femme à l'intérieur de la créature éveilla le doute, il ressentit du remords à l'idée de blesser quelqu'un de piégé à l'intérieur. Mais Min lui rappela que ce n'était qu'une coquille, une créature imitant l'humanité pour provoquer l'hésitation. Alors que la bête s'agitait, de la lave explosa de son cœur, les forçant tous deux à battre en retraite. Fate demanda la grande faucheuse, mais Glouton répondit que son tranchant serait inutile contre le flux en fusion. Min neutralisa une partie de l'éruption d'un coup puissant, leur donnant de l'espace pour se repositionner. Les deux se séparèrent. Fate utilisa des flèches pétrifiantes pour ralentir la bête, mais son corps se régénérait plus vite que prévu. Pendant ce temps, la hache de Min devenait plus forte à chaque coup. Cependant, sa puissance croissante avait un prix. Ses mouvements ralentirent à mesure que l'arme absorbait son endurance. La chimère subit des changements rapides, faisant pousser des ailes et s'envolant. Min prit les devants, protégeant Fate. Alors qu'il la prévenait de son point de rupture imminent, la faim en lui commençait à ressurgir. L'influence de Glouton se rapprochait. Alors que le corps de Fate changeait, son arme se transforma en une variante forgée de sang. Min frappa le sol pour ébranler l'équilibre du monstre, tandis que Fate s'élançait vers le haut, ciblant sa barrière. Le bouclier magique résista à son attaque, utilisant sa capacité d'analyse de statistiques. Il localisa une faiblesse et l'exploita, frappant directement le flux de magie. Au moment où il brisa le bouclier, la figure féminine déformée le fixa, créant une pause momentanée qui permit à la bête de s'échapper. Min réagit rapidement, projetant Fate dans les airs avec sa hache afin qu'il puisse poursuivre la cible en fuite. En plein vol, la vision de Fate se brouilla alors que son œil commençait à saigner. Glouton lui offrit l'accès à une forme supérieure. Fate accepta la transformation, devenant plus fort en échange de sa stabilité. Il fut instruit de viser le noyau spirituel tout en restant prudent. Avant qu'il ne puisse porter un coup, la créature le piégea dans une cage de magie brûlante. Elle tenta de se détruire elle-même et Fate dans un ultime acte. Cependant, Fate fut plus rapide, il perça le centre de la créature d'un coup net et rapide. Des éclairs de souvenirs fragmentés remplirent son esprit, des visages qu'il ne reconnaissait pas, des moments qu'il n'avait jamais vécus. Il n'y eut aucune poussée d'excitation. Glouton clarifia, l'absence de frisson venait de l'absorption d'une autre entité similaire à elle-même. La femme, autrefois humaine, n'était plus une personne. Il fut confirmé que tout être réduit à une chimère devait être effacé, peu importe ce qu'il avait été. Fate, conscient de son propre potentiel à tomber de la même manière, demanda à Min de promettre qu'elle le tuerait s'il perdait un jour le contrôle. Elle accepta, l'embrassant avant qu'ils ne se séparent. Fate déclara qu'il voyagerait jusqu'à Babylone. Min avait d'autres projets, elle avait promis de construire un foyer pour ceux qui lui ressemblaient. Elle doutait que Fate vive assez longtemps pour la visiter. Avant de partir, elle lui donna un bouclier magique. Fate lui demanda d'attendre et de l'aider à augmenter sa force, mais elle avait déjà disparu. Finalement, Fate atteignit les défenses extérieures de Babylone, une forteresse construite avec des métaux assez solides pour résister à des siècles d'attaques de monstres. Alors qu'il traversait la porte d'acier, Glouton désigna le chemin menant à Gallia. Il y avait déjà été auparavant sous un porteur différent qui n'avait pas survécu. À l'intérieur de la ville, Fate s'approcha d'un marché et fut stupéfait par le coût de la nourriture la plus simple, des brochettes de viande, plusieurs fois plus chères que dans la capitale. Une parade arriva peu après et Fate se figea en voyant qui l'amenait, Roxy. Glouton expliqua que Babylone attirait toutes sortes de mercenaires endurcis, de chevaliers déshonorés et d'anciennes élites. Ici, la force effaçait les péchés, le pouvoir était tout ce qui comptait. C'était un endroit où même les déchus pouvaient recommencer. Ailleurs dans la ville, Roxy fut accueillie par un commandant nommé Alastair Nordham.
Il lui jura fidélité en tant qu'héritière d'une grande maison et s'excusa de n'avoir pas réussi à protéger son père. Elle accepta ses paroles, réaffirmant son rôle de celle qui mènerait le combat contre les monstres. Pendant qu'il parlait, Myrria remarqua les yeux de Norden fixés sur elle. Elle suggéra nerveusement de protéger Roxy, mais Mugen rejeta son idée comme étant insensée, avertissant que défier un chevalier sacré signifiait une mort certaine. Pendant que Roxy visitait la ville, Fate errait, comptant l'or qu'il lui restait. Il lui fallait assez pour le logement et la nourriture, mais les fonds étaient serrés. Glouton l'exhorta soudain à s'arrêter, affirmant qu'un fourreau d'épée tout proche l'avait appelé. Fate vit l'objet et nota son aspect coûteux. Glouton insista que cela valait l'investissement. Le vendeur s'approcha, inspectant le manteau de Fate et identifiant avec précision les brûlures magiques qui le parcouraient. Glouton souligna la perception aiguisée de l'homme et insista pour qu'il l'achète. Le vendeur dit que le fourreau n'était pas à vendre, mais proposa d'en fabriquer un spécifiquement adapté à l'arme de Fate. Quand on lui demanda le coût, l'artisan cita 500 pièces d'or. Fate partit immédiatement, disant que ça n'en valait pas la peine. Il nota les prix exorbitants de Babylone et dit à Glouton qu'il devait s'assurer l'essentiel avant de gaspiller de l'argent. Quelqu'un à proximité offrit à Fate une place de soldat volontaire pour la capitale. Il refusa. Le recruteur devina que Fate avait été un chevalier, mais remarqua qu'il n'en avait pas l'air. Ils laissèrent Fate derrière eux. Déterminé à ne pas être jugé par son apparence, Fate chassa des monstres, vendit les matériaux et commença à amasser des pièces. Quand Fate atteignit Gallia, tout l'endroit était dévasté, avec des cadavres de monstres éparpillés partout. L'air sentait très mauvais et d'étranges spores lumineuses flottaient, rendant la respiration difficile. La voix de Glouton dans sa tête le prévint de ne pas trop inhaler, ces spores pouvaient se développer dans ses poumons comme des parasites. Plus loin, un groupe d'orques avançait. Eux n'étaient pas de simples brutes, ils étaient intelligents, brutaux et portaient des armes rudimentaires, comme des lances. La voix dit à Fate de les affronter comme s'ils combattaient de vraies personnes, pas des bêtes. L'épée à la main, Fate voulait mettre l'entraînement d'Eren à l'épreuve. Juste à ce moment-là, il aperçut le même homme qu'il avait autrefois invité à combattre aux côtés d'autres. Cela le fit hésiter un instant, mais la voix de Glouton le rabroua, c'était le moment idéal pour faire ses preuves et peut-être gagner ce fourreau sur mesure qu'il désirait tant. Même si Fate hésitait, il remarqua que les orques ne chargeaient pas sans but. Il se positionnait pour une attaque furtive contre les chasseurs. Il était clair maintenant qu'il prévoyait une embuscade. Glouton l'exhorta à nouveau et cette fois, Fate partit en courant. Des flèches enflammées s'élevèrent dans les airs, se transformant instantanément en un bouclier massif, ressemblant à un morceau de mur de forteresse. Il dit à Fate de sprinter en avant et de ne jamais ralentir. Fate fit exactement cela, fonçant dans l'ennemi. Chaque orque qui touchait son bouclier explosait à l'impact, c'était une annihilation totale. Quand la poussière retomba, Fate remarqua quelque chose d'étrange. Sa capacité habituelle alimentée par Glouton ne s'était pas activée. La voix de Glouton devina que c'était parce que Fate avait déjà vaincu Aniel. Sans perdre de temps, ils commencèrent à couper les oreilles des orques pour collecter leurs primes. Mais une fois arrivés au bureau des récompenses, d'autres chasseurs de monstres devinrent hostiles, accusant Fate d'avoir volé leur butin. Ils tentèrent de l'agresser, mais il les maîtrisa facilement. À l'intérieur, le greffier compta les oreilles et tendit à Fate un sac de 100 pièces d'or, l'appelant « Monsieur ». Cadavre! Soudain, la voix de Roxy retentit, furieuse. Elle exigea de savoir s'il était la cause de tous ces combats. Une fois qu'elle eut appris toute l'histoire, elle admit que Fate n'avait fait que se défendre. Il demanda ce qui allait lui arriver maintenant. Roxy admit qu'il était allé trop loin, mais comme elle se sentait aussi responsable du chaos, elle laissa tomber. Les autres chasseurs, cependant, passeraient la nuit en prison. Fate se retrouva à penser à Roxy, perdue dans ses souvenirs. Elle et essayèrent d'attirer son attention, mais Myrria intervint agressivement, l'accusant d'être irrespectueux, de ne pas montrer son visage. Mugen lui rappela que les guerriers portaient souvent des masques. Roxy dit à Fate d'être plus prudent à l'avenir, surtout concernant son apparence. Juste après cela, il partit en courant comme une fusée. Confuse, Roxy demanda ce qui n'allait pas. Mugen dit que Fate pouvait paraître frêle, mais qu'il ne l'était clairement pas. Plus tard, Fate marchait à travers la ville, discutant avec la voix de Glouton. Il pensa que Roxy le détestait probablement maintenant. C'est alors qu'un vendeur l'arrêta, louant sa victoire et lui offrant de le sponsoriser. L'homme, Jade, possédait un magasin d'équipement et voulait que Fate porte son matériel comme promotion. Fat accepta et serra la main de Jade. Peu après, Jade habilla Fate d'une armure neuve, le faisant ressembler à un combattant professionnel. Glouton fut impressionné. Jade affirma que le tout coûtait 88 pièces d'or mais ne demanda que la moitié. Fat partit chercher de la nourriture et tomba sur une taverne bruyante. Une femme mystérieuse attira son regard instantanément. Elle s'approcha directement de lui, l'appelant par son nom. Fate fut choquée, même masquée, elle le connaissait.
Elle se présenta comme l'héritière du désir et affirma qu'ils étaient liés. Elle lui demanda d'enlever son masque. Quand il s'interrogea sur ses intentions, elle révéla l'avoir observé depuis la capitale. Elle expliqua ne pas l'avoir approché plus tôt, sachant qu'il rencontrerait le Cupide. Quand on lui demanda si elle connaissait Mine, Eris répondit que non. Elle était de la 2e génération et ne connaissait pas la première. Puis elle le félicita d'avoir vaincu Aniel. Eris ajouta que toutes les chimères venaient tôt de la capitale de Gallia et elle s'inquiétait de la façon dont ce cocon avait atterri ailleurs. Elle précisa que bien d'autres pouvaient exister et les chevaliers sacrés ne pourraient les arrêter. C'est pourquoi elle attendait Fate. Elle se nomma gardienne du royaume et déclara que sa mission primait surtout. Quand Fate demanda ce qu'elle voulait, elle répondit « Roxy Hart ». Roxy, elle, planifiait son prochain coup. Elle apprit par Norden qu'une urgence se déroulait dans la capitale de l'Est. Elle lui ordonna aussitôt d'enquêter. De retour à la taverne, Fate était furieux. Il ne pouvait croire qu'Eris voulait la mort de Roxy. Il lui dit qu'une telle action ne ferait qu'engendrer plus de chaos. Fate sortit en trombe, bien décidé à protéger Roxy. Mais Eris murmura que le plan avait déjà commencé. Roxy découvrit vite que leur équipe de ravitaillement avait disparu. Elle envoya Norden et des troupes pour les secourir. Au même moment, Jade dit à Fate qu'il fallait de rares cristaux magiques pour forger un fourreau parfait. Le problème, l'armée royale gardait ses matériaux. Le Cupide suggéra de récolter les cristaux eux-mêmes. Fate demanda où aller. Jade lui tendit une carte montrant des lieux reculés au sud de Gallia, près d'une immense vallée. Fat suivit le chemin en territoire monstrueux, activant son bouclier protecteur en fonçant. Le Cupide approuva son choix. Après un rude combat, la compétence de gourmandise de Fate s'activa. Ailleurs, Myria tenta d'utiliser une boussole pour trouver la vallée, mais Norden lui dit que ça ne marcherait pas là. Mugen proposa de suivre les étoiles, mais le ciel était trop nuageux. Roxy suggéra de pister les orques, mais réalisa vite qu'il y avait trop de monstres alentour. De retour avec Fate, il fit une courte pause. Le Cupide le complimenta, disant qu'un vrai guerrier sait quand se reposer. Fate s'assoupit et finit par rêver d'Aniel, la fille chimère. Elle tenta de parler, mais tout était étouffé. Il se retrouva entouré d'une mer de sang et de créatures tordues. Ato apparut et l'entraîna sous l'eau. Se réveillant en panique, Fate dit au Cupide que quelque chose arrivait. Ce n'étaient pas non plus des monstres normaux. Le Cupide lui dit d'utiliser la vision nocturne. Quand il le fit, Fate vit 4 créatures salamandres. Il prépara son arc avec des flèches de pétrification. Alors qu'il tirait, quelque chose clochait. Les salamandres ne ripostaient ni ne reculaient. Cela ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un les contrôlait. Au même moment, le chaos éclata près de Roxy. Son groupe fut pris en embuscade par des salamandres. Des flammes pleuvaient. Roxy cria le nom de Norden qui apparut blessé. Mugen la protégea de la chaleur. La chaleur était si intense qu'elle fit fondre le sol. Myria tenta d'utiliser son épée magique pour défendre Roxy, mais ce ne fut pas suffisant. Juste quand tout espoir semblait perdu, Fate bondit avec son bouclier, bloquant les flammes juste à temps. Il fonça sur la salamandre alors qu'elle préparait une autre attaque. Mugen regarda incrédule, stupéfait par la puissance de Fate. Après la bataille, Roxy le remercia d'avoir sauvé des vies. Myria refusa de le remercier. Mugen se présenta, disant que Fate avait sauvé leur commandant. Roxy présenta ensuite Norden comme un chevalier sacré gardant Babylone. Fate fit remarquer quelque chose d'étrange. Les salamandres avaient un emblème bizarre sur la tête. Myria et Mugen trouvèrent cela suspect. Roxy pensa que c'était peut-être une simple coïncidence. Norden avertit que la situation en Gallia devenait instable, surtout après le départ du dragon sacré. Fate les guida ensuite vers la grande vallée. Roxy apprécia. Mugen dit qu'ils avaient de la chance de la voir. Myria demanda pardon à Fate, expliquant qu'il devait avancer vite. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Roxy tendit la main pour serrer la sienne. Mais Myria attrapa la main de Fate en premier. À cet instant, Fate entendit ses pensées intérieures. Elle souhaitait qu'il parte et reste loin de sa dame. Après avoir voyagé, Fate arriva dans un endroit où l'atmosphère semblait intacte, si pure et calme. Il pensa que quelque chose de majeur s'était passé ici dans un lointain passé. Plus loin, il tomba sur une créature figée dans la pierre et peu après, il découvrit un gigantesque cimetière de monstres. La voix cupide en lui demanda soudain s'il avait repéré les rares cristaux magiques qu'il cherchait. Fat se rappela le conseil de Jade. Les cristaux étaient invisibles au premier coup d'œil, mais émettaient une faible lueur violette. Il avoua n'avoir rien vu de tel. Juste à ce moment, il aperçut Eris non loin, mais elle disparut avant qu'il ne puisse réagir. C'est alors que le Cupide lui montra une bête colossale incrustée dans le terrain, sa tête partiellement déterrée, peut-être par l'érosion naturelle. Elle ressemblait à une chimère, du genre utilisé dans les anciennes guerres de monstres. Fate se demanda si Eris y était pour quelque chose.
Soudain, un bruit assourdissant éclata de la zone où Roxy était allée et Fate sprinta vers le vacarme. Il trouva Myria tenant bon, protégeant Roxy, épée en main, tandis que d'énormes bêtes attaquaient en haut comme des explosifs vivants. L'un des plus grands monstres se dressait devant Roxy, mais il fut transpercé par une flèche enflammée sortie de nulle part, tirée par Fate. Roxy se retourna, choquée de le voir. Elle confirma que Mugen avait été blessé en protégeant Myria et que Norden était aussi à terre. Fat étudia l'ennemi et souligna que, contrairement aux chimères, ces créatures ne récupéraient pas vite. Leur cœur était exposé. C'était leur point faible. Il désigna leur poitrine et expliqua que les sphères lumineuses incrustées là les alimentaient. « Détruisez-les !» et ils cesseraient de bouger. Roxy hocha la tête, prête à agir. Alors que le monstre lançait du feu pour se défendre, Fate endura la chaleur et cria à Roxy de frapper. Myria aida aussi, utilisant des flammes enchantées pour repousser d'autres créatures. Après qu'une bête fut tombée, Roxy dit à Myria de guider les troupes en sécurité. Elle et Monsieur Cadavre s'occuperaient moi du reste. Pendant la bataille, un monstre frappa le sol assez fort pour créer une onde de choc déséquilibrant Roxy. Fate la rattrapa juste à temps, mais tous deux tombèrent dans une caverne. À l'intérieur, Roxy l'assura qu'elle n'avait besoin que d'un court repos. Quand on lui demanda si l'équipe de ravitaillement était arrivée, elle répondit que oui, mais tous avaient été retrouvés réduits en cendres. Curieuse de savoir comment il connaissait les chimères, Roxy le pressa de questions. Fate mentionna l'avoir entendu d'une fille. Roxy demanda si elle portait une énorme hache. Elle avait entendu des rumeurs d'une femme qui avait presque vaincu le seigneur de Babylone par sa force brute et qui voyageait avec un jeune homme masqué. Fate admit nonchalamment qu'il était cet homme. Roxy rit. Cela lui rappela quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un de la capitale qui semblait loin et pourtant si proche à cet instant. Quand elle demanda s'il était vraiment heureux, Fate admit doucement que oui, pour une fois. Quelqu'un avait assez tenu à lui pour se tenir à ses côtés. Mais ses yeux s'enflammèrent de soudain et il les cacha, lui disant de ne pas regarder. Il courut en avant et enfonça sa lame droit dans le cœur d'un monstre. Après l'avoir vaincu, il remarqua le même emblème sur cette bête que celui apparu sur les salamandres. Il se souvint des mots glaçants d'Eris sur le destin de Roxy en Gallia. Roxy le rejoignit, l'assurant qu'ils étaient en sécurité maintenant, puis le sol céda. Fate la protégea de nouveau en tombant et autour d'eux, des amas de cristaux magiques apparurent, figés sous la forme de monstres morts depuis longtemps. De retour à Babylone, Fate fut pris au dépourvu quand Roxy le défia en duel. Confus, il demanda s'il avait fait quelque chose de mal. Myria énuméra rapidement ses méfaits, 56 combats, 20 bâtiments détruits, un mois seulement après son retour de la Grande Vallée. Fate protesta, affirmant que c'était de la légitime défense, mais Roxy ne laissa rien passer. Elle lui donna un choix, rejoindre l'armée royale ou la prison. Il refusa de servir qui que ce soit, la liberté était tout. Comme prévu, elle offrit une troisième option, un duel. Fate tira sa lame et les deux s'affrontèrent. Même si ses statistiques lui donnaient l'avantage, il ne pouvait suivre. Roxy était une vraie chevalière sacrée affûtée par un entraînement sans fin. Il se perdit un instant dans son regard et manqua son mouvement. Elle se glissa et visa son masque. Quand elle bondit de nouveau, il esquiva. Mais elle l'avertit que fuir ne gagnerait pas le combat. Il la prit enfin au sérieux, déchaînant sa technique d'épée sacrée. Les spectateurs haltèrent, Roxy exigea de savoir comment il pouvait utiliser ce mouvement sans épée sacrée. Fate révéla que le fourreau de son épée était forgé de cristal magique, conçu sur mesure pour améliorer sa lame. Elle demanda s'il avait été un chevalier sacré. Il répondit simplement qu'il était un guerrier. Ils s'affrontèrent de nouveau, mais cette fois, Roxy remarqua qu'il perdait sa concentration. Le collier de gemmes qu'elle portait, taillé dans la même pierre brute que Fate lui avait offerte, alluma quelque chose dans son esprit. Elle écarta son épée. Myria commenta avec suffisance que Roxy ne perdrait pas face à quelqu'un comme lui. Roxy demanda alors à Fate pourquoi il hésitait. Quand il ne répondit pas, elle lui barra le chemin, demandant s'il s'était entraîné sous Eren. Elle expliqua qu'Eren lui avait dit avoir repris le combat après avoir rencontré un mystérieux guerrier, un être au pouvoir écrasant. Elle tenta de lui offrir quelque chose, mais Fate la coupa, disant que ses problèmes étaient les siens. Elle devrait plutôt s'inquiéter de survivre en Gallia. Alors qu'il se tournait pour partir, Mugen l'arrêta, impressionné par ses compétences. Il demanda si Fate croyait que les bêtes étaient contrôlées. Fate hocha la tête et dit avoir vu le même emblème sur plusieurs créatures. Mugen expliqua que sa famille étudiait depuis longtemps la technologie perdue de Gallia, y compris sa fille, également chercheuse qualifiée. Fate suggéra qu'elle examine l'une des chimères capturées. Mugen haussa un sourcil méfiant. Fate essayait-il de se rapprocher de sa fille ? Avant qu'il ne puisse répondre, Mugen paniqua, leva son arme et jura de protéger sa fille, Lane. Au labo, Lane entendait des rumeurs sur Raphaël s'enfermant dans ses quartiers pour étudier la pierre philosophale. Elle fut choquée. Quand l'assistant expliqua que Raphaël avait probablement ramené la pierre de Timber, elle se plongea dans un livre.
Selon les légendes, la pierre philosophale pouvait guérir toute blessure, conférer un pouvoir immense, mais aussi risquer la corruption totale de l'esprit et du corps. Fate continua son voyage et passa du temps seul à l'auberge, pensant aux mots que Min lui avait jadis dit. Elle avait parlé de quelque chose appelé le Royaume E, et il lui avait demandé ce que cela signifiait vraiment. Min avait expliqué que le Royaume E était un niveau de force proche de l'existence du dragon sacré, et que sans l'atteindre, personne ne pourrait affronter une telle créature. Elle l'avait aussi averti de ne pas courir après le pouvoir imprudemment, disant que s'il se forçait trop, ses propres capacités pourraient le dévorer son esprit. Alors qu'il était encore perdu dans ses pensées, des alarmes résonnèrent dans la ville. Norden informa Roxy qu'une marche de la mort massive approchait de Babylone. Roxy décida d'affronter la menace directement et Fate suivit de loin pour observer. Des collines, il vit la vague de monstres se mouvoir comme une mer sombre et comprit pourquoi les gens craignaient ce phénomène. La gourmandise sentit soudain un danger venant du sol à l'est. Fate regarda attentivement et remarqua quelque chose d'énorme glissant sous la terre, comme une créature géante nageant sous le sable. Il réalisa que si elle atteignait l'armée royale sans avertissement, le résultat serait catastrophique. Déterminé à l'arrêter, il prépara son arc et concentra le pouvoir de la gourmandise en un tir en spirale visant l'ombre mouvante. Le sol s'ouvrit et le monstre se révéla. Fate le reconnut, l'Oméga Slim violateur de terre, une bête à l'endurance incroyable que même les chevaliers sacrés peinaient à blesser. La gourmandise lui conseilla de couvrir son corps d'une armure magique, avertissant que l'essence du Slim contenait une énergie corrosive capable de faire fondre chair et os. Fate équipa l'armure juste au moment où la créature libérait des vagues de matière empoisonnée. La gourmandise expliqua que découper le monstre ne ferait que répandre sa substance destructrice, il fallait donc une autre méthode. Fat tenta de le brûler avec des boules de feu, mais l'Oméga disparut un instant et s'échappa par une fissure, poursuivant sa route vers l'armée. Des fragments plus petits se séparèrent de son corps et attaquèrent Fate pour le ralentir. Pourtant, il les détruisit vite en pensant à une nouvelle stratégie. Il transforma la gourmandise en une arme en forme de corbeau et lança une autre attaque chargée, drainant une grande partie de la vie du monstre. Mais il survécut encore. À cet instant, une silhouette masquée apparut non loin. Fate se précipita vers lui, exigeant de voir son visage. Pourtant, l'étranger répondit avec une arme du péché capital et bloqua chaque coup. D'autres morceaux de l'Oméga s'élevèrent autour d'eux, prouvant que la créature pouvait diviser sa propre essence pour rester en vie. Fat visa l'homme masqué d'une flèche, mais une barrière magique la dévia. Quand Fate réduisit la distance, il réalisa qu'il s'était trompé d'identité de l'ennemi. La silhouette le repoussa et tira de nouveau, le blessant même à travers l'armure. Fate puisa dans le pouvoir de la gourmandise pour atteindre le royaume et continua la poursuite. L'homme masqué déchaîna plus d'explosions pour le ralentir, mais Fate perça et arracha le masque. À son grand choc, l'ennemi était Norden. Norden invoqua calmement le dragon sacré et déclara qu'en moins d'une demi-minute, la bête atteindrait Roxy pour mettre fin à sa vie. Fate courut vers elle à toute vitesse tandis que Mugen ordonnait aux soldats de fuir. Le dragon sacré apparut au-dessus du champ de bataille et libéra une lumière écrasante qui dispersa tout le monde. Juste avant que Roxy ne soit frappée, Fate arriva et la couvrit de son armure. Perdant son masque dans l'impact, il l'exhorta à s'échapper et s'excusa de lui avoir caché la vérité, puis courut vers le dragon pour gagner du temps. Faisant appel à la gourmandise, Fate utilisa la technique de la grande croix pour lier temporairement le dragon. Norden revint impressionné et défia Fate en duel direct. Leurs lames se rencontrèrent à plusieurs reprises, mais Fate sentit sa force s'évanouir. Il expliqua que la poussée initiale de pouvoir et l'effort pour maintenir la technique l'épuisaient. Norden perça les mouvements de Fate et blessa son bras, déclarant le combat terminé. Alors qu'il s'approchait, Fate créa une illusion et frappa par derrière, révélant qu'il avait tout misé sur une seule chance. Norden tomba, incapable de croire qu'il avait été trompé. Le pouvoir de gourmandise s'activa et Fate fut attiré dans le monde intérieur où la fille chimère apparut, se nommant désormais Luna. Elle le remercia de l'avoir libéré et admit avoir retenu sa faim. Elle l'avertit de ne jamais consommer le dragon sacré ou il se perdrait complètement. La vision s'effondra et la gourmandise, sous forme humaine temporaire, ramena Fate à la réalité. Le dragon se libéra et Fate décida de combattre malgré le danger. Il lança la gourmandise comme une lance, frappa avec une force destructrice et déchiqueta la bête jusqu'à ce qu'elle tombe enfin. La gourmandise déferla violemment et Fate choisit de sacrifier ses compétences accumulées, revenant à son état d'origine pour éviter de se transformer en monstre. La gourmandise avertit que la fin reviendrait un jour. À ce moment, Min apparut. Fate la supplia de tenir sa promesse et de mettre fin à sa vie. Elle leva sa hache, mais Roxy se précipita et l'entraîna loin, refusant de le laisser mourir. Roxy lui dit que peu importe le pouvoir en lui, il restait Fate. Ces mots calmèrent de la compétence déchaînée et il accepta sa main pour retourner à Babylone. Min réalisa discrètement qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui pouvait le maintenir.
Plus tard, Fate se réveilla à l'auberge, se souvenant comment Norden lui avait sectionné le bras. La porte s'ouvrit et Min et Eris entrèrent. Eris lui rendit la gourmandise et expliqua qu'Ambi avait manipulé l'arme de Norden, créant le désastre. Ils avaient déjà jeté Enbi loin à travers Gallia pour éviter plus de chaos. Eris dit qu'avec le dragon sacré disparu, l'avenir du royaume changerait et tous les porteurs des péchés devaient se préparer à ce qui venait. Fate exigea la promesse que Roxy ne serait jamais blessée et Eris admit regretter d'avoir accepté un tel plan. Pendant ce temps, Myria s'entraînait avec Mugen et remarqua Roxy quitter la ville. Roxy alla à l'auberge portant des raisins, espérant voir Fate, mais ne trouva qu'une lettre lui demandant pardon pour sa disparition et promettant de revenir un jour. Elle pleura, se souvenant du garçon effrayé qu'elle avait jadis réconforté avec des bonbons et de la gentillesse. Ailleurs, Memel et Raphaël confirmèrent que Fate était le guerrier connu sous le nom de Cadavre et continuèrent de leurs recherches. Fate, avec l'aide de Min et Eris, retrouva son bras perdu tout en se préparant pour la route incertaine à venir. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez cette vidéo suivante en attendant une nouvelle.